Bonjour à toutes et à tous. Gros plan sur le bilan des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis-Mexique-Canada 2026 avec le vrai faux départ des Guépards du Bénin. Près de 44 milliards de francs CFA au profit du sport béninois. Le gouvernement est décidé à insuffler davantage un élan au secteur sportif du Bénin. Le développement de toute l'actualité sportive de la semaine, c'est juste après cet élément sur l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bienvenue à tous, j'espère que vous êtes confortablement installés pour suivre avec nous les analyses, le décryptage de toute l'actualité sportive de la semaine écoulée. Nous démarrons avec l'actu hebdo, c'est le tour d'horizon de l'actualité et ce sera avec Anaël Dou juste après cette transition. Bonjour Anaël Vianedou. Bonjour à vous, Lariosak Jagbenon, chers amis internautes, bonjour. Les sélections africaines ont disputé les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Fortune diverse pour les 54 pays engagés dans ce tournoi qualificatif. Après la défaite concédée lors de son premier match face à l'Afrique du Sud sur le score de 1-2, le Bénin s'est séparé avec le Lesotho sur le score de 0 partout. Les hommes de Gernot décrochent leur premier point pour cette aventure. Pour le compte toujours de cette deuxième journée, le Rwanda a défait l'Afrique du Sud sur le score de 2-0. Nous parlons notamment du groupe C. Côté classement, le Rwanda tient désormais la tête du groupe avec 4 points. L'Afrique du Sud, deuxième avec 3 points. Le Lesotho et le Nigeria, respectivement 3e et 4e avec 2 points. Et le Bénin est la lanterne rouge du groupe avec 1 point. Au plan local à présent, juste après la trêve internationale, retour au championnat national Ligue Pro de football du Bénin qui aborde sa 7e journée ce mercredi. Dans la zone A, derby entre Dynamo de Parakou et les Buffles du Borgou. Le leader de la zone, Bani Gansé, est en déplacement sur le terrain de Damissa Football Club. Dans la zone B, l'Autopopo reçoit Espoir de Savalou. Rodio accueille le leader de la zone, Dadje Football Club, à Comé. Dans la zone C, le champion en titre en difficulté se déplace chez Aziza Football Club. Dans la zone D, Jeffa FC affronte la GSO. À Jean-Pierre Gascon de Poubet, la GSP s'oppose à Aïma. Autre information, 43 801 955 000 francs CFA, c'est le budget total dont doit disposer le ministère des Sports pour le compte de l'année 2024. Benoît Dato, le ministre des Sports, l'a défendu lors de la session budgétaire
à l'Assemblée nationale du Bénin le lundi 20 novembre 2023. Un budget en hausse de 33,06% par rapport à celui de l'année précédente. Cet accroissement traduit la volonté du gouvernement à œuvrer pour le développement de toutes les disciplines. Parlons handball à présent. Adjidja Handball Club des forces armées béninoises conserve son titre au bout du suspense dans une finale remake de la saison dernière face à Flowers CNSS. Il a fallu attendre les prolongations aux militaires pour venir à bout. Les poulains d'Hermé Serbior 28-27. Du côté des dames, c'est Flowers CNSS qui conserve également son titre. Dans un bras de fer avec Aspac Handball Club, les guerrières de Flowers se sont montrées plus fortes et terrassent les Portuais 29-25. Dans le même registre, la Fédération béninoise de handball a organisé une formation à l'endroit des journalistes sportifs sur les aptitudes pour commenter un match de handball. La formation a été animée par le journaliste commentateur français Jocelyn Vellu et la consultante Amélie Goudjor, ancienne capitaine de l'équipe de France de handball. La cérémonie de clôture de ces activités de formation s'est déroulée le vendredi dernier. Autre discipline, le top du championnat senior professionnel saison 2023-2024 de basketball du Bénin a été donné le samedi 18 novembre 2023 à Cotonou. Sur le terrain du centre communautaire EA, 20 clubs, dont 12 chez les hommes et 8 chez les dames, animeront le championnat cette saison sous la houlette de la Ligue professionnelle. Ils sont répartis en deux zones, la conférence Nord qui regroupe les clubs de la zone septentrionale du Bénin et la conférence Sud qui regroupe les clubs méridionaux du pays. Pendant 6 mois environ de compétition, ces équipes vont rivaliser de talent pour déterminer le successeur de Élan Coton au palmarès. En dehors des équipes bien connues du public comme Aspac, Renaissance, Énergie, Aspal, Boscosta et bien d'autres, de nouveaux clubs feront leur premier pas dans la ligue professionnelle. Il s'agit de Avranco Omnisport, Lungun ou encore US Gema. Judo dans cette édition, à la suite de sa performance à l'Open de Dakar le 12 novembre dernier, le judoka béninois Valentin Hunato a remporté la médaille de bronze le dimanche dernier, le dimanche 19 novembre, à l'Open de Yaoundé au Cameroun, occupant ainsi la 116e place au classement mondial. Notons qu'il représente le Bénin aux Jeux Olympiques de France l'été prochain. Dans un autre registre, la finale de la 3e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF a connu son épilogue également le dimanche dernier. Au terme d'une finale à sens unique, ce sont les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns qui se sont adjugées le trophée de cette 3e édition. Andile Dlamini et ses coéquipiers ont obtenu la victoire sur le score de 3-0 face au Sporting Club de Casablanca. C'est le 2e titre en 2 éditions pour les Sud-Africaines après celui de 2021. Pour finir, le stage pour l'obtention de la licence CAF a débuté à Agadi le lundi 20 novembre 2023 avec 30 participations dont 25 joueurs marocains de haut niveau, organisés par la direction technique nationale jusqu'au vendredi prochain en collaboration avec la Ligue régionale Sous Massa. Ce stage connaît la participation également de 4 entraîneurs d'associations africaines partenaires. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Abdu Hebdo. Une belle information pour conclure Abdu Hebdo de ce numéro, un stage de formation pour l'obtention de la licence ACAF, ce que le Bénin n'a pas pu organiser depuis des années. Merci à vous, Anaël Vianney Dou. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Nous allons enchaîner avec le décryptage juste après cette transition.
Nous retrouvons à présent Arnaud Akapo, journaliste à Cap FM, la radio de Suisse. Arnaud, bonjour. Bonjour Larius Adiagbenon, bonjour à tous les internautes et tous ceux qui nous suivent, les passionnés du sport. On est là encore pour une nouvelle émission et c'est avec un plaisir toujours renouvelé qu'on est là. Oui, on sent ce plaisir dans vos visages, mais un visage un peu fermé. Bah écoutez, je ne sais pas où vous voulez en venir, toujours est-il que les Guépards ont joué aujourd'hui, donc c'est avec un pincement au cœur qu'on vient toujours sur un plateau après un match de l'équipe nationale du Bénin, surtout qu'il n'y a pas une victoire au bout. Ok, nous allons décortiquer ces deux sorties de la sélection nationale du Bénin dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une édition à 48 équipes qui se fera peut-être sans le Bénin. À vos côtés, pour décrypter l'actualité de la semaine écoulée, Leandro Kodo, journaliste à USAE TV, le mentor de quelqu'un. Bonjour Leandro. Bonjour Larios. Et très heureux de revenir sur ce plateau et surtout en ce moment crucial où nous sommes à l'ère des guépards. À l'aide des guépards. Entre guépards et écureuils, vous auriez souhaité quel nom? Moi, j'ai toujours cette déformation d'avoir souvent habitude d'appeler toujours écureuil. Les guépards n'ont pas encore fait ce que les écureuils ont fait, donc jusqu'à présent, pour moi, c'est encore les écureuils, quoi. Merci à vous. Et sans transition, nous allons enchaîner avec les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec ces résultats mitigés. Le vrai faux départ des Guépards du Bénin, une défaite concédée le samedi dernier face à l'Afrique du Sud, 1-2 et un match nul vierge de 0 but partout ce mardi alors que ils ont dominé le match. Arnaud Akapo, des regrets ou vous avez retrouvé dans la prestation de notre sélection des points, des aspects pour un lendemain meilleur? Je suis partagé. C'est vrai que lorsqu'on regarde un peu les 90 minutes, on a vu une équipe béninoise qui était plus ouverte, déterminée, je dirais, en griffe, qui avait l'initiative du jeu. Ça augure de quelque chose parce qu'on a vu des jeunes qui se donnaient, qui arrivaient à circuler le ballon. C'est bon. Maintenant, ce n'est que ce qu'on pouvait garder de cette rencontre-là. Le reste, on n'a pas gagné parce que les Guépards étaient face à une équipe, je dirais déjà, des crocodiles soumises et qui quasiment avaient fait le lit pour qu'on puisse la doguiner, mais rien n'a été parce que à aucun moment on a fait la différence pendant les 90 minutes. Vous imaginez que cette équipe-là qui était devant son public, qui a fait nul contre le Nigeria, mais n'a frappé qu'une seule fois au but pendant les 90 minutes. Saturne Alagbé n'a eu, je dirais, tout son temps que pour se reposer, mais on ne dirait pas que c'était une équipe qui voulait la qualification. Ça ne se décrète pas, mais cela s'affirme. Je n'ai pas vu ça sur le terrain. C'est vrai qu'ils ont joué, mais on ne peut pas se résoudre à dire que, bon, ouais, on a joué, ouais, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Ce n'est pas encore une équipe qui veut faire quelque chose. Ça, et c'est là, je dis que c'est un sentiment mitigé. Je suis resté sur ma faim et je suis je dirais à la fin déçu parce que on aurait aimé voir cette équipe du Bénin remporter ne serait-ce que les 3 points. Il y avait de la place pour non seulement remporter les 3 points, mais aussi pourquoi pas soigner le goal average aujourd'hui parce que cette équipe, le Zotan, était, je dirais, de niveau même en dessous de la moyenne. En dessous de la moyenne, le Bénin est passé à côté de la relance dans ces éliminatoires. Leandro Kodo. Oui, nous avons suivi avec amertume. Et puis, on peut se rendre compte que l'équipe nationale du Bénin traîne toujours son spleen. Parce que on ne remarque aucun changement.
Contre l'Afrique du Sud, c'était déplorable, à la limite pitoyable. Et face aux Lesotho, ou une équipe qui était quand même à notre portée, ça se voyait Largement, hein. largement dans le jeu. On avait la possibilité, au vu des joueurs qui étaient titulaires déjà, on sent déjà que le niveau de ceux de notre 11 entrants est un peu supérieur. On les a vus un peu plus relâchés que face à l'Afrique du Sud. Ils ont eu la possibilité de tenter des choses, ce qu'ils n'avaient pas pu faire face au Bafana Bafana. Donc c'est vraiment déplorable de conclure en fait que le Bénin n'ait pas pu obtenir cette victoire. Et aujourd'hui, ils sont à l'heure où nous sommes, ils sont derniers. On était dernier avant le coup d'envoi de cette deuxième journée. Donc, on reste dernier. On conserve notre dernière place. Ben, quand est-ce que nous allons changer tout ça? Quand est-ce que on aurait une équipe qui nous débarrasserait des défaites honorables, comme on en a l'habitude? Et quel jour on pourrait être satisfait de la prestation de nos joueurs, satisfait des performances des joueurs, parce que c'est tantôt aujourd'hui c'est la pluie, tantôt c'est la pluie, oui, et demain c'est le beau temps, tantôt c'est la pluie et demain c'est le beau temps. Ben, vous avez déjà vu du beau temps? Ben c'est vrai que ça. Moi, j'en ai pas vu. Ça fait vraiment. En tout cas, depuis que Guénotre est là, j'ai pas encore vu de beau temps. Ça fait vraiment longtemps. J'ai pas encore vu. Ça fait vraiment longtemps. Depuis que Guénotre, il n'enchaîne que des défaites. Hein, donc, des défaites et des nuls. Il n'a pas le match contre le Sénégal où on sait que le Sénégal c'est le champion d'Afrique et que bon, voilà, on a obtenu un nul, un encourageant. Ben, il y a que du mauvais temps. Ben, moi, du mauvais temps. Moi, faut pas se cacher. Le bénéfice du doute, d'accord. Et si déjà à partir des 2 prochains matchs, on n'est pas capable d'obtenir 2 victoires, de renverser la tendance, donc il vaut mieux. Vous avez obtenu 2 victoires contre le Nigeria. Non, mais c'est ce qui serait bien en fait. C'est ce qui serait bien pour le. Oui, le Nigeria, on a vu le Nigeria qui a piétiné lors de ces 2 premières journées des éliminatoires. Un triste match nul à domicile face au Lesotho et en déplacement au Zimbabwe. L'équipe, les Super Eagles du Nigeria n'ont pas su faire la différence également. Le Bénin est quasiment. Donc c'est possible pour le Bénin est comme le Nigeria. C'est là au moment où vous leur faites vraiment confiance qu'ils vous déçoivent. Et vous allez constater que ce serait ainsi. On a vu une équipe béninoise qui est dans la continuité de la deuxième mi-temps face à l'Afrique du Sud. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. La deuxième mi-temps de l'Afrique du Sud, les Guépards étaient moins frileux. Ils étaient beaucoup plus entreprenants. Ils ont pris l'initiative et ils sont sortis de leur coquille comme des escargots pour aller chercher un peu l'Afrique du Sud, ce qui a d'ailleurs amené le but réducteur par Steve Mounier. Et donc, ils ont continué sur cette lancée-là. Seulement que le prochain match, ce n'est plus en 2023, ce sera en 2024. Et il y a quasiment beaucoup de choses qui vont se passer. On ne sait plus la forme dans laquelle on serait à cette époque-là. En juin 2024. Et le Nigeria, après 2 faux pas, vous imaginez, va commencer par se poser des questions. Là-bas aussi, il y a de la pression. Et la pression est encore plus forte du côté du Nigeria que du Bénin, parce que dans un groupe pareil, si le Bénin ne se qualifie pas pour le second tour de ces éliminatoires, il n'y a pas... on ne va pas crier scandale. Mais si le Nigeria n'arrive pas à s'en sortir, ce serait une catastrophe industrielle. Et donc, c'est là que ne faut pas aller jouer cette équipe nigériane à la 3e journée ou à la 4e journée. Parce que là, il y a déjà les calculs. Peut-être première journée, on peut se dire, bon, écoutez, on vient de commencer. Mais déjà, c'est là où je crains pour notre équipe nationale. S'il faut aller jouer contre le Nigeria pour la prochaine. Donc, c'est pour dire que, en fait, on a raté, d'accord, une chance aujourd'hui de prendre 3 points lors de la 2e journée contre une équipe lesothane qui était largement à notre portée. Mais peut-être on va y revenir tout à l'heure. Dans le choix, souvent on dit que au fait, la première mi-temps,
c'est pour les joueurs et la deuxième pour l'entraîneur. Parce que en premier mi-temps, il a eu le temps de voir l'équipe adverse, de voir un peu là où il y a des failles, ce qu'il faut apporter pour insuffler une nouvelle dynamique à son équipe. Mais en seconde mi-temps, moi je m'attendais à ce que lorsque les failles ne venaient pas sur le jeu direct, il faut chercher beaucoup de coups francs, aller chercher ne serait-ce un penalty. Et il y a des joueurs capables de faire ça sur le banc. Bien sûr. Exemple, Chabel Gomez, c'est quelqu'un qui peut faire la différence en 1 contre 1. Et donc, quand c'est fermé, quand vous avez un gardien de but ou une défense qui sort quasiment tous les ballons, il faut aller chercher le 1 contre 1. Allez, il dit, va vous provoquer dans la surface pour aller chercher, ne serait-ce un penalty. mais depuis la retraite internationale de Ouma Tchomogo, on n'a plus vu des joueurs, des footballeurs internationaux béninois astucieux comme Tchomogo qui pouvaient, dans un match fermé... Ils n'ont peut-être pas le talent d'Omar Tchomogo, mais ils doivent être capables de faire mieux dans d'autres compartiments de jeu. En tout cas, c'est pour ça que je dis que là, je n'ai pas senti la griffe de Guinée 3 sur ce coup-là pour dire, écoutez, alors je vois que le jeu est un peu fermé, on n'arrive pas à faire la différence sur le jeu direct. Dans le jeu, il faut aller chercher beaucoup plus et pourquoi pas chercher quelqu'un qui provoque. On aurait dû faire monter Chabel Gomez qui est capable dans le 1 contre 1. C'est vrai, Josel Dossou, dans un autre monde, pouvait le faire. Mais Chabel Gomez le fait encore plus. Et s'ils l'ont appelé, il fallait le faire entrer sur le coup là, pour lui dire, écoutez, allez, vas-y, va nous faire la différence sur ce coup-là, pour aller nous chercher des coups de pied arrêtés à la lisière de la surface ou dans la surface. Et on va faire la différence sur ce schéma-là. Mais ça n'a jamais été proposé. On ne nous a pas proposé cette façon de jouer là. On est resté là à faire avec un jeu stéréotypé, la même chose, des mauvais choix dans les derniers passes. J'ai vu un Steve Mounier pas très inspiré. Et également, comment il s'appelle, Junior Laitan, aussi pas très en réussite. Dans les dernières ou avant-dernières passes, il a fait que de mauvais choix dans ce qu'il a entrepris, hormis cette passe en cloche qu'il a donné à Simounier et le lob qu'il a voulu faire. Donc voilà, après ça, c'est fini. Est-ce que ce jeu ou cette prestation fournie par l'équipe nationale ne justifie pas les propos de Guinette Rohr après la défaite concédée face au Bafana de l'Afrique du Sud, où il disait, je cite, nous avons essayé de rivaliser, mais l'expérience et la complicité du bloc des joueurs de Mamelodi Sundowns, vous voyez qu'ils se connaissent très bien. Et aujourd'hui, les joueurs du Lesotho, ils ont dit quoi? Eux aussi se connaissent très bien. Ils jouent aussi au Mamelodi Sundowns. Et il poursuit en disant ceci, nous n'avons pas cette complicité dans notre équipe. Lorsque vous avez un bloc avec 6 ou 7 joueurs d'un grand club, il est toujours plus facile de faire un bon jeu collectif comme ils l'ont fait, surtout en première mi-temps. Et pour rappel, la semaine dernière, sur ce même plateau, on le disait déjà, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas réfléchir pour constituer des pôles de 2 ou 3 clubs au plan national, et ces clubs vont fournir désormais l'ossature de la sélection nationale. Oui, c'est une option, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y aura le revers de la médaille, parce que c'est vrai, on fait comparaison avec Mamelodi Sundowns qui a beaucoup de joueurs en sélection nationale, mais comparaison n'est pas raison. Je suis au regret de constater que ce soit Will Guinée 3, un technicien qui a boulingué un peu partout, qui a été un grand joueur, d'accord, qui dit cela. Non, une sélection, ce n'est pas forcément faite de joueurs qui jouent dans les mêmes clubs. Dites-moi, l'équipe de France, c'est vrai, on va me dire que ce sont de grands joueurs et que tout et tout, ils savent déjà ce qu'ils font. Il y a combien de joueurs d'un même club qui est dans cette équipe? En Côte d'Ivoire, il y a combien de joueurs du même club en sélection ivoirienne? Oui, lorsqu'on n'a pas de génie, lorsqu'on n'a pas de talent, il faut faire avec ce qu'on a. Ce sont des excuses à 2 balles. Ce sont des excuses à 2 balles qu'on ne saurait accepter pour un sélectionneur qu'on a recruté parce qu'on était là
ce qu'on avait n'allait pas. On est allé chercher quelqu'un. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire maintenant que, bon, oui, parce que l'Afrique du Sud, cette Afrique du Sud qui a une équipe homogène, cette Afrique du Sud qui a une équipe dont les automatismes sont huilés, a pris 2 buts contre le Rwanda. Non, ou bien je ne suis pas, je suis en déphasage. Pas du tout. Alors, cette équipe d'Afrique du Sud, qui a des joueurs de Mamelodi Sundowns, qui a Percy Tau, qui a tous, a pris 2 buts. Ah, non, soit on fait des analyses sur la réalité du terrain, soit on est en train de faire une fuite en avant et on va ranger les clics et les claques et laisser le football aux autres et aller faire du pétanque, c'est mieux. C'est une fuite en avant, puisque pour les qualifications de la CAN, là, à chaque défaite ou chaque match nul, pour nous calmer, pour apaiser le peuple, on lui dit, écoutez, moi, dans mon cahier de charge, il n'y a pas de qualification à la CAN, et moi je suis là pour la qualification pour la Coupe du Monde. Déjà 2 matchs. Attends, il attend la finale avant de nous sortir le grand jeu. Belle question qu'on va lui poser certainement lors du prochain regroupement des Guépards du Bénin. Non, je voudrais rajouter, honnêtement, Arnaud, moi je pense que jusque-là, depuis qu'il est arrivé, je pense qu'il n'a pas encore trouvé la formule pour faire jouer simplement cette équipe, pour ne plus que les joueurs réfléchissent trop sur le terrain. Parce que chaque fois, c'est comme si c'était, je sais pas, face à... Chaque fois, ils doivent reprendre. Sur le terrain, c'est vrai qu'il essaie de mettre sur pied un système de jeu, bon, des systèmes de jeu, parce que c'est selon l'effectif et l'équipe en face aussi. À sa portée. Mais à chaque fois, moi, j'ai l'impression que ce sont les joueurs... C'est comme s'il n'y a pas de plan de jeu, en fait. C'est vrai, hein? Bon, je ne vous coupe pas, je me le permets. Les joueurs... on va pas mettre tous nos problèmes, d'accord, sur les épaules du technicien de 110 ans. Non, on va pas lui mettre tous nos problèmes parce que on connaît également qu'on est un peu limité, mais quand même, il pouvait faire mieux. C'est sur ça que, bon, moi, je l'accueille. Il pouvait faire mieux. Cette défaite face aux Lesotho. Non, bon, en tout cas, c'est pas une défaite, mais ça a l'air. Ben oui, on va dominer presque. C'était 3 points offerts sur un plateau. Vous le pensez vraiment que bien sûr, vous avez il y avait la place pour prendre 3 points avec on peut même soigner notre goal différentiel sur ce match-là. Merci. Bon, on va continuer avec le point de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en parcourant rapidement les autres groupes, les résultats obtenus dans les autres groupes. Dans le groupe A, ce groupe qui est constitué de l'Égypte, du Burkina Faso, du Guinée-Bissau, de la Sierra Leone, de l'Éthiopie et du Djibouti. On a vu un carton de l'Égypte face aux Djiboutiens. Les Pharaons sont passés par là 6-0. Avec un quadruplé de Mohamed Salah. Salah qui a mis 4 buts, je crois, lors de la première journée. Et il doit être le seul à tenir la tête en termes de pichichi pour ces 2 premières journées-là. Bon, voilà. C'est une logique implacable. L'Afrique du Sud, Djibouti, et il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et il y a la Sierra Leone pour le compte de la 2e journée qui a surpris l'Égypte 2-0. Ce sont les règles du foot. Et c'est là qu'on attend nos guépards aussi. Comme le Rwanda qui l'a fait, on attendait à ce que nous-mêmes on gagne pour qu'on soit également content, fier de notre époux. Dire, écoutez, ils l'ont fait. C'est ces surprises-là qu'on attend, mais qu'on n'a toujours pas. C'est regrettable. Et nous avons le Burkina Faso après le nul, un but partout concédé face à la Guinée-Bissau qui s'est relancé avec une victoire large et sans bavure de 3-0 face à l'Éthiopie. Leandro Kolo. Oui, je dirais que Hubert Velud, contrairement à Gernot Rohr, a un plan de jeu et il a une idée de cette sélection, des joueurs qu'il a. Il sait à peu près ce qu'il peut faire avec ces joueurs.
il sait jusqu'où il peut aller, il sait comment arriver à ressortir le meilleur de ces joueurs, ce qui nous manque beaucoup chez nous. Et aussi, je dirais qu'il y a un gros problème qui se pose depuis des lustres, hein. Il y a le problème des sélectionnables. C'est un gros chantier qu'il faut revoir. Il faut beaucoup de courage pour pouvoir réformer tout ça. Quand vous parlez de sélectionneur, ça sous-entend quoi? Je parle des guépards. Parce que voir Hubert Velud, regarde son équipe, ben, il y a d'abord beaucoup plus d'internationaux au Burkina qu'au Bénin. Et il est en perpétuelle modification, il est en perpétuel changement de son équipe. Il n'y a pas quelqu'un qui soit au-dessus de l'équipe nationale ou il n'y a pas quelqu'un qui a acheté une portion de parcelle dans la Fédération béninoise de football. C'est pour le peuple. Vous voyez, donc il faudrait qu'on ait le courage aussi de tricher un peu les autres, abandonner certains sur le carreau, prendre le risque. Comme l'a dit l'autre, qu'on est où? Prendre le risque Oui, pour voir ce que ça peut donner. Parce que les autres coachs, je reviens sur, je parle toujours du Velud, ils sont quand même assez courageux. Ils risquent. Il y a beaucoup plus de risques. Donc ça manque de courage par ici. Nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre avec le groupe B, celui du champion en titre sénégalais et de la RDC, de la Mauritanie, du Togo, notre voisin de l'Ouest, du Soudan et du Soudan du Sud. Ça veut dire que les deux Soudans se retrouvent dans ce groupe. Et pour le compte de la première journée, la RDC a battu la Mauritanie à domicile 2-0. C'est le Sénégal a pris le dessus sur le Soudan du Sud 4-0 et match nul, un but partout entre le Soudan et le Togo. Pour le compte de la deuxième journée, on a le Soudan qui a battu la RD Congo déjà 1-0. On peut dire c'est homogène. C'est un groupe un peu en dehors du Sénégal qui doit être au-dessus du lot. Le reste, c'est un peu homogène, même si j'ai été surpris par la défaite 2-0 de la Mauritanie, parce que c'est une équipe qui est en pleine ascension avec Ami Abdou, qui est en train de faire un excellent travail. Je crois que cette équipe-là va revenir un peu plus tôt, en tout cas dans ces éliminatoires. Là, maintenant, l'arrêt des Congo, vous savez, c'est comme le pays en général, hein, ils ont beaucoup de talent. Mais, ça ne sert il y a des hauts et des bas le plus souvent. Donc, ils vont courir, c'est la dernière minute qu'ils vont commencer par se chercher pour chercher la qualification. Mais bon, voilà. En tout cas, je ne suis pas surpris de leur prestation. Ouais, moi, je suis content quand même pour le Togo. Je suis content pour le Togo. D'avoir fait nul contre le Soudan. Pardon? D'avoir fait nul contre le Soudan. Ben oui, moi, je suis content pour le Togo. Parce que, bon, ça change. Ça change. Non, ça change, c'est le plus important, c'est petit à petit, ça change. L'image est en train de changer petit à petit. Peut-être que l'entraîneur actuel, il va finir par trouver l'alchimie qu'il faut. L'alchimie, les réglages nécessaires. Mais de toutes les façons, pour démarrer un 1-1 au lieu d'un 2-1 ou un 2-0, voilà, c'est réconfortant. En tout cas, c'est mieux qu'une défaite. Voilà. Le groupe D, nous suivons le groupe C, c'est celui du Bénin. On en a largement parlé par ici. On parle à présent du groupe D, du Cameroun, le pays continent, du Cap-Vert, de l'Angola, Libye, Eswatini et de l'île Maurice. Pour le compte de la première journée, 0 but partout entre le Cap-Vert et l'Angola. Cameroun 3. Île Maurice 0, Eswatini 0, Libye 1. Oui, bon, c'est le résultat. Les Libyens qui... Au niveau de la Libye aussi, il y a un travail qui se fait. À ce niveau-là, il y a un travail qui se fait.
au niveau de la sélection, même si le pays est divisé en termes de politique administrative et tout, mais sur le plan sportif, il y a quelque chose qui se fait. Et donc, les Libyens, aller les voir faire ce résultat également, c'est encourageant. Maintenant, c'est le Cameroun contre Maurice, 3-0. Ça devrait, même si à un moment donné, le Cameroun est en train de se chercher, bon, c'est mieux de comprendre que cette équipe qui n'est pas des moindres sur le continent, et puis quand même fait honorer son rang face au Maurice, 3-0. Bon, voilà quoi. Et un mot sur la prestation des Camerounais, des Lions J'ai indomptables. plutôt plutôt entendu le gardien de l'île Maurice qui disait à la fin du match contre le Cameroun que le résultat était tout à fait normal, compte tenu de la faiblesse de leur équipe, que le résultat était normal et puis qu'ils pensaient même encaisser plus. Donc, il se félicite d'avoir résisté face au grand Cameroun. Tant mieux. Avoir encaissé 3 buts. Bon, le groupe E, un groupe mené par les Lions de l'Atlas du Maroc, les Chipolopolo de la Zambie, les Diables Rouges du Congo, Brazza, la Tanzanie, les Tais face de la Tanzanie et les MENA du Niger. Lors de la première journée, les Zambiens ont été sans pitié face aux Congolais, 4-2. Le Niger a été surpris à domicile par la Tanzanie, 0 but contre 1. C'est plutôt le Congo-Brazzaville qui m'étonne. J'ai constaté que c'est une équipe qui, d'année en année, regresse. D'année en année, regresse. À un moment donné, c'est une équipe qui pouvait avoir quelques joueurs et pouvoir faire la différence, mais le niveau baisse constamment. Constamment, d'année en année, je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans ce pays-là. Oh, le passage du sorcier blanc. Je veux parler de Claude Leroy. L'héritage n'a pas été assumé. Oui, ben, il faut dire que ce n'est pas le même Claude Leroy. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Le Claude Leroy conquérant sur l'Afrique qu'on a connu. Qui a permis au Cameroun d'avoir sa canne et tout. Voilà, est resté dans le siècle dernier. Donc voilà. Resté dans le siècle dernier. Donc on a un autre Claude Leroy totalement différent de celui qu'on a connu le siècle dernier. Peut-être c'est le temps pour lui. Non, il est dans la consultation. Voilà, après le Togo, il est devenu consultant pour la chaîne cryptée. Le groupe F, avec le carton de la Côte d'Ivoire lors de la première journée face aux Seychellois, c'est le 9-0. Des Ivoiriens, bon, ils ont, je dirais même, c'est une mise en bouche pour les éléphants qui ont littéralement marché sur leurs adversaires. Et en plus, l'anecdote, c'est qu'après, ils sont allés supporter l'équipe séchelloise pour le match suivant. Bon, voilà quoi. Et on constate que bon, il y a une faiblesse. Mais les Seychellois ont amené une équipe jeune. Et même l'on dit, ils sont en train de préparer l'équipe pour les 4-5 prochaines années. Donc, c'est une équipe quasiment de juniors qu'ils ont amené. Lorsque vous avez des Sébastien Haller en face, lorsque vous avez les Simon Adingra qui a été formé quasiment au Bénin. Il a même marqué un seul but dans ce match. Il y avait eu 3 pénaltys. Dans le même match là, vous imaginez déjà la faiblesse de cette équipe et surtout les trous qu'il y avait dans cette défense là. Et c'est là où je rejoins l'équipe mauricienne qui disait qu'elle s'attendait à prendre un bouillon contre le Cameroun. Ça n'a pas été égal. Les Ivoiriens étaient très efficaces et même sur le deuxième match aussi, ils ont été sans pitié. Hier, je crois qu'ils ont joué hier, ils ont gagné encore 2 buts à 0. Donc c'est une équipe ivoirienne qui est en train de revenir et j'imagine la Coupe d'Afrique qui va dérouler en 2024. Je dirais que ils ont battu un nouveau palmarès. Merci. Un palmarès de plus dans leur histoire parce que 9-0,
Ça fait beaucoup. En 2023 en plus, quoi. Bien sûr. Je pensais qu'il y avait seulement en Europe qu'il y a les Gibraltar, mais bon, aussi, la France, ça fait 14-0 et puis ils le font comme s'ils avaient battu l'Argentine en finale de Coupe du Monde. C'est un pis-aller. Le groupe G avec les Fennecs de l'Algérie, la Guinée-Conakry, l'Ouganda, le Mozambique, le Botswana et la Somalie. Ici, nous allons nous attarder sur la Somalie. La Somalie qui, après plusieurs défections lors des tournois qualificatifs, s'est résolument engagée dans une compétition. C'est une erreur de penser qu'il faut rester en marge. Lorsque vous êtes en marge, c'est que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Il faut toujours se frotter aux autres pour voir à son niveau, pour mesurer là où on est et le travail qui reste à faire. Quand vous êtes dehors, vous ne pouvez jamais changer un système en étant dehors. Donc, la Somalie qui vient, je crois que c'est la Somalie, on dit. Hein? Oui, voilà, la Somalie qui vient, c'est comme si elle reprend à zéro. Elle reprend à zéro et forcément, ça va encore prendre du temps. Cette reprise, même si c'est soldé par 2 défaites, 3 buts à 1 face à l'Algérie et 0 but contre 1 à domicile contre l'Ouganda, on peut dire que c'est mieux par rapport à ce qu'on voit sous d'autres cieux. C'est toujours mieux. Bon, si vous avez un existant, il faut revenir et toujours commencer en tout cas pour se frotter aux autres. Il faut dire là que l'OG algérien a tenu son rang avec 2 victoires à la clé dans ce groupe G. Parlons à présent du groupe H avec la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Namibie, le Malawi, le Libéria, le Sao Tomé et Principe. Et là, la Tunisie qui a battu lors du premier match le Sao Tomé et Principe 4 buts à 0 est allé battre le Malawi sur ses installations 1 but à 0. Il faut dire, la Tunisie est restée égale à elle-même. Mais ils sont passés de près à côté du match nul parce que le but, je pense qu'ils l'ont marqué presque dans les derniers quarts d'heure avant le coup de sifflet final. Donc c'est de la même façon que la Grande Tunisie aurait pu faire match nul face au Malawi. Ouais, donc, pour le deuxième match. Pour le deuxième match, je veux dire. Ouais. Enfin, le groupe I avec les Aigles du Mali, les Black Stars du Ghana, le Madagascar, les Baréas, la République centrafricaine, les Faucons. C'est bien ça, surnom. Les Comores et le Tchad. Et là, il faut dire, le Ghana a assuré l'essentiel face au Madagascar lors de la première journée 1 but à 0. Le Mali a battu le Tchad 3 buts à 1. Les Comores ont étrayé la République centrafricaine 4 buts à 2. Et lors de la deuxième journée, on note le Madagascar qui s'est imposé sur le terrain du Tchad 3 buts à 0. Nul, 1 but partout entre la République centrafricaine et le Mali. Il faut quand même, c'est l'équipe du Comore, c'est sur l'équipe du Comore que je voudrais m'attarder, qui depuis 3 ans, oui, 3 ans, est en train de venir à pas fêter. On ne voyait pas. Qui se rappelle du match contre le Cameroun où Tchakel Aladju était gardien de but et ils ont fini par s'incliner. Mais on a vu que c'est une équipe qui est en train de venir. Il y a un travail qui se fait. Battre 4 buts à 2 leurs adversaires lors de la première journée, on peut dire qu'il y a de la continuité, il y a de la constance dans cette progression de l'équipe comorienne. Cette équipe-là. On sent que ces joueurs mouillent véritablement le maillot. Quoi qu'ils ne soient pas des joueurs de Première Ligue, de Ligue 1, mais c'est des joueurs qui ont de la qualité. Et ils apportent réellement à leur sélection. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il faut, nous voudrions également voir également sous monsieur. Bien sûr. Mais c'est un petit rappel pour fermer cette page
Coupe du Monde éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. On rappelle juste que à l'issue de cette phase des éliminatoires, 9 équipes seront qualifiées directement pour le mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il s'agit des 9 premiers de chaque poule et le 10e représentant probable du continent africain sera connu lors d'un tournoi, lors d'un mini-championnat entre les 4 meilleurs deuxième de ces éliminatoires. Nous revenons ici au Bénin pour parler à présent du développement du sport et de la volonté affichée par le gouvernement du président Patrice Talon depuis 2016 à hisser le Bénin au rang des grandes nations du sport au monde. Et cela se traduit une fois encore avec ce projet de budget où le secteur du sport va disposer, si les députés valident, de près de 44 milliards de francs CFA pour les différentes réformes, pour les infrastructures, pour le compte de l'année 2024. Arnaud Akakpo. Oui, exactement. Et on parle de 33 milliards. 36,6% d'augmentation par rapport au budget précédent. Oui, bien sûr. Donc, on constate quand même que il y a de la volonté. Et lorsqu'on suit un peu dans le détail, on dit qu'il faut allouer beaucoup plus ce budget-là où des montants, place sera faite à la formation des encadreurs, place sera faite à la formation également des encadreurs de classes sportives. On parle de la direction technique nationale et également le ministre qui, lors de ses premières prises de contact, a commencé par dit déjà qu'il y aura un comité paritaire qui sera mis en place. Donc, il y aura le développement de ce comité paritaire là pour pouvoir insuffler une nouvelle dynamique, donner une nouvelle orientation. Donc, on constate que il y a cette volonté affichée, comme vous venez de le dire, de pouvoir développer, parce que le sport aujourd'hui, comme depuis quelques années, d'autres ont compris, ce n'est plus un simple jeu, mais il y a beaucoup d'enjeux derrière, et donc forcément, le gouvernement béninois est en train de rester, je dirais, collé à sa logique depuis 2016, de pouvoir donner de la valeur à ce sport-là et ne pas considérer, comme quelqu'un l'a dit, et bon, il faut donner un ballon aux enfants et qui vont coller la paix, quoi. Et Leandro Kolo, le gouvernement Talon s'est résolu à impacter le développement du sport au Bénin. Oui. Nous l'avons constaté depuis l'avènement de la rupture en 2016. Mais le nouveau ministre Benoît Dato défend 43 milliards et on parle d'une augmentation de 33% ou 33,6%, quelque chose comme ça, qui seront basés sur la découverte des talents. Je pense à la révélation des jeunes talents, construction d'infrastructures et autres. Oui, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas qu'ils nous laissent l'impression que qu'il n'y a pas de nouveau. On a vu Oswald Domeki faire depuis combien d'années là 7 ans. On a vu Oswald Domeki et il a su justifier, je ne vais pas dire de manière comptable, mais on a senti quand même dans les actions menées sur le terrain, on le sent quand même. Mais moi, quand j'ai vu le reportage, ou bien j'ai lu des articles sur le compte rendu. Du compte rendu, mais je me suis dit, peut-être que nous avons encore le temps pour découvrir ce qui se cache. Sinon, à l'écouter, à l'entendre, moi, je n'ai rien trouvé de nouveau. Je pense que c'est ce que Oswald Domeki a fait jusque-là, c'est ça qui continue. Il marche dans la continuité. Oui, dans la continuité, mais il faut apporter quelque chose. Il faut trouver quelque chose de différent. Il faut trouver quelque chose pour imposer il ne va pas réinventer la roue. Sa personnalité. Je ne pense pas. Bon, peut-être qu'il va pas... il y a des standards, qu'il ne faut pas déplacer. Il y a un programme d'action.
Ouais, bien sûr. sectoriel du gouvernement, du régime en place pour le volet sport. Donc, nous allons le laisser. Justement, j'en venais là, on va le laisser faire. Il faudrait maintenant, on a remarqué qu'au Bénin maintenant, il y a beaucoup plus d'autres disciplines qui travaillent véritablement, qui émergent, qui ont besoin Donc, vous aurez souhaité qu'on réoriente des fonds pour le développement de cette discipline? C'est pas ça que je dis. Je le souhaite qu'ils accompagnent beaucoup plus les autres disciplines Qui rapportent des lauriers pour qui le rapportent Bénin. des lauriers pendant qu'ils voyagent difficilement. Non, mais il a dit, hein, je crois, il y a un point où on parle de meilleure prise en charge ou prise en compte des équipes nationales des autres disciplines sportives. En tout cas, j'ai noté qu'il y a un point particulier sur ce volet-là, prise en compte des équipes nationales des autres disciplines sportives. Je pense que peut-être qu'on va l'attendre à l'heure du bilan par rapport à ce point particulier parce que c'est inscrit. À l'avènement de l'ancien ministre Oswald Omeki, on avait retenu cette phrase, l'égalité des chances. Je vais accorder l'égalité des chances à toutes les disciplines sportives. Est-ce qu'à la fin... Il faut faire une différence entre égalité et équité. Donc là maintenant c'est l'équité. Je suppose qu'on peut l'avoir ainsi parce que vous savez le football c'est quoi qu'on le dise, c'est la locomotive, c'est le sport roi comme on le dit. Et lorsque là où le football, on ne va pas demander à ce qu'on a fait autant 100 milliards au football et 100 milliards je prends une discipline comme ça au handball ou à l'aviron en fonction de votre poids sur la balance. Voilà, on vient vous donner ce qui vous convient. Et c'est ça de ça qu'il sera question. Lorsque vous méritez 50 millions, qu'on vous donne ce qu'il vous faut. Maintenant, si vous méritez 100 millions, il ne faut pas dire que bon, on a donné 100 milliards aux autres, nous-mêmes, on veut 100 milliards. Ce ne serait pas comme ça. Mais il faudrait que les disciplines là soient traitées en fonction de ce qui peut leur revenir et en fonction de leur budget, comment il faut les accompagner. Ok, un mot pour conclure cette émission sur les playoffs de la Ligue professionnelle de handball où on a vécu le samedi dernier une finale époustouflante avec 2 prolongations à la clé entre Adidja Handball Club des Forces armées béninoises et Flowell Handball Club qui, depuis 2 saisons, n'est plus roi. J'ai pris mon pied. J'ai pris mon pied durant toute la semaine et le samedi, ça a été encore, l'émotion était à un niveau très élevé. C'était intense. Le handball est un sport intense. Samedi dernier, on a constaté que c'était encore plus intense parce que, vous venez de le dire, une finale qui, à 5 secondes de la fin, était pliée. Mais au tournant de situation, on est allé encore jouer 20 minutes parce qu'il y avait 2 mi-temps, 2 prolongations. C'est la première fois que je vis une finale du genre au Bénin. Même si en 2015, il y avait une finale avec prolongation, mais c'est la première fois qu'on vit avec 2 finales, 2 prolongations. Il faut vivre ces événements-là pour les raconter après. C'était intense, ce match-là. Et tous ceux qui ont fait le déplacement ont vu qu'il y a de la qualité. Et lorsque, c'est vrai que c'est la chute, c'est la descente, mais lorsqu'il y a de la qualité des joueurs, ça se ressent dans le jeu, c'est ce qu'on a vécu. Parce qu'il y avait des Angolais, vous imaginez des internationaux angolais, qui étaient dans les clubs des Nigérians. Quand on dit handball sur le continent, la référence, c'est l'Angola ou c'est le Maghreb. Des Angolais sont dans notre championnat. C'est normal que donc, cela se passe. On ne peut que tirer un coup de chapeau, on ne peut que tirer un satisfait au comité exécutif du président Sidibou Karim. Sidibou Karim, quand il prenait en 2021 les rênes de cette fédération, l'ancien président, son prédécesseur Antoine Bonou, disait dans son allocution, on a déjà mis les choses en place. D'ici quelques jours, vous allez constater comment les choses vont bouger. Et Sidibou également a témoigné du travail qui a été effectué
en amont, avant cette assemblée générale élective qui l'a consacré président de la Fédération béninoise de handball. Et depuis 2021, il faut dire que les férus du handball prennent leur pied, comme vous l'avez dit. Il y a beaucoup de compétitions au niveau des catégories d'âge, au niveau des amateurs, et la cerise sur le gâteau, c'est la Ligue professionnelle de handball depuis 2 saisons déjà. Et lorsqu'on parle de la professionnalisation du championnat national de handball, on connaît un seul club, Adjidja Handball, club des forces armées. Bah oui, c'est ce à quoi on assiste depuis 2 saisons au Adjidja, qui a pris goût depuis que le club des militaires a commencé à participer au banquet des grands. Et ils n'ont plus voulu laisser, et surtout qu'ils étaient au 44e championnat d'Afrique des clubs champions du côté du Brazzaville, où ils occupaient la 6e place. Ils sont revenus avec des ambitions, et la hiérarchie militaire également est en train d'accompagner cette dynamique-là. Et c'est ce qu'on constate, que les militaires, ils ont fait leur jeu, ils ont fait leur compétition, et même si ça a été difficile, et c'est comme ça que ça peut l'être pour être beau. Ils sont allés chercher ce trophée-là. Ils ont conservé leur titre chez les messieurs, même si chez les dames, c'était laborieux face à l'ASPAC en demi-finale, où ils ont perdu. Bon, demi-finale, non, lors de la dernière journée des playoffs, ils étaient tombés comme ça, 28-27, lors de cette rencontre-là, ce qui les a privés d'une finale. Mais bref, on constate que les militaires chez les messieurs sont rois. Ils dominent le handball béninois. Et bon, voilà, ça donne beaucoup plus de compétition. Lorsqu'on parle du handball au Bénin, il y a 2 équipes qui animent véritablement la rivalité. C'est l'ASPAC Handball Club du port autonome de Cotonou et Flores de Cotonou. Et Flores, à ce jeu, ne gagne toujours, comme on le dit. On peut se rencontrer dans le même tournoi. Tu peux me battre 4 fois, mais lors de l'ultime match, je réponds présent. Et c'est ce que ASPAC et Flores a fait au niveau des dames à l'ASPAC le samedi. Tout à fait. C'était le grand rendez-vous. Parce que, vous voyez, dans cette fédération, dans cette ligue, je dirais, ça évolue. Ça évolue vraiment, comme vous le disiez tantôt, ça évolue. Si je devais revenir à la finale des hommes, c'était très serré, je pense 26-27. 28-27. Et après 27-28. Ah oui. Pour les champions, ceux qui... Il faut juste rappeler que à 30 secondes de la fin de cette finale, du temps réglementaire de cette finale, les militaires menaient de 3 points d'écart. Oui, c'est... 26 à 23. Mais en 30 secondes, surtout avec cette erreur, cette bévue du dernier rempart des militaires, Samson Sondé. Il y a Flores qui a recollé au score de justesse. Et maintenant, on a pris véritablement nos pieds lors des prolongations. 2 prolongations. La première fois dans l'histoire du handball béninois, c'était en 2015, comme le soulignait Arnaud Akakpo aussi. Ma mémoire est bonne. Avec cette finale entre ASPAC et Flores du côté du terrain de handball du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, où c'était l'euphorie jusqu'à la tombée de la nuit, où il a fallu ces prolongations-là pour voir Flores dicter encore sa loi, confirmer son hégémonie devant ASPAC en 2015. Mais cette fois-ci, c'est le contraire. C'est Adjidja qui lui a fait la fête. Oui, moi je dirais que finalement, on se rend compte qu'il y a, comme je le disais depuis, il y a un gros travail qui se fait dans cette fédération. Il n'y a pas d'équipe qui soit écartée, il n'y a pas de considération d'une équipe plus qu'une autre. Et ça montre qu'il y a les autres équipes travaillent aussi, sinon on n'aurait pas eu, ils n'allaient pas tenir tête aux champions en titre d'Adjidja. Mais c'est sûr, avant les 2 prolongations, ils ont eu à plusieurs reprises à douter, à douter d'eux-mêmes. Donc
c'est déjà très bien d'arriver, de travailler sur toute une saison, de s'apprêter jusqu'à faire douter le champion. Ça c'est déjà très bien. Du côté des femmes aussi, on sent que ça n'attend pas. Il y a un travail qui se fait. Maintenant, pour parler de la fédération, vous voyez, il y a quelques jours, il y a un autre contrat qui a été signé. La semaine dernière, on a eu un contrat avec ESAE pour des bourses. Et le président, il est infatigable. Il va de contrat en contrat. Il cherche beaucoup de partenaires. Donc, c'est tout à fait logique, tout à fait normal que ça aille très vite et que le niveau de jeu souhaité pour le championnat, voire l'équipe nationale, c'est tout à fait normal de les voir à ce niveau. Comme Arnaud l'a rappelé, ils étaient à Brazzaville, ils ont fini 6e. Mais je suis sûr que la saison prochaine, si ça continue comme ça, avec les partenaires par-ci, par-là, mais je suis sûr que l'année prochaine, ils vont faire beaucoup mieux, tant du côté des hommes que du côté des femmes. On a un président, Sidiko Karimou, qui ne dort pas du tout. Et ils ont un projet bien ficelé, un projet bien défini et qu'ils sont en train de respecter, qu'ils sont en train d'observer de mettre en œuvre. Voilà. Merci à vous. Pour conclure avec le handball, nous allons sur le continent pour parler de la 26e édition du championnat d'Afrique des nations senior hommes Égypte 2024, dont on connaît depuis quelques jours les différents groupes qui vont animer cette compétition. Dans le groupe A, nous avons le Cap Vert, la RD Congo, la Zambie, et nous avons également dans ce groupe le Rwanda, Égypte, Guinée, Cameroun et Congo. Brazzaville constitue le groupe B. Le groupe C, on retrouve le Maroc, l'Algérie, le Gabon, le Libye, la Tunisie, l'Angola, le Nigeria et le Kenya sont quant à eux membres logés dans le groupe D. Après le développement du handball au niveau national, nous attendons le Bénin sur le continent parce qu'il y a très longtemps que les férus de la discipline souhaitent voir leur équipe nationale également participer à ces joutes internationales. Merci à vous, Arnaud Akakpo. Merci, Leandro Kodo. On donne rendez-vous la semaine prochaine aux amis internautes. Avec la reprise du championnat. Oui, avec la reprise du championnat où Coton sera observé avec des loupes depuis Tofor. Surtout qu'il y a un duel entre deux prétendants à la Super League Pro, de ce côté Aspac et le leader de la zone C actuellement, AS Cotonou. Merci à vous. Ainsi se referme Sport Plus de ce mercredi 22 novembre 2023. Rendez-vous la semaine prochaine pour le tour d'horizon de l'actualité sportive sur ESAE TV.